tous. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier d'être là ce soir. D'habitude, je suis assise ici, les 2 fois où j'ai participé. Donc voilà, très honorée. Mon cher Alain, je ne peux que vous voyez en fait pour manifester tout mon respect. J'ai eu l'occasion de lire votre CV et la première chose qui m'est venue, c'est comment est-ce possible d'avoir fait autant de choses et de faire autant de choses aussi diverses et variées. Très impressionnée, et en fait ce que je retiens, c'est votre curiosité, votre passion et votre capacité d'adaptation pour avoir travaillé, évolué dans des environnements aussi différents, que ce soit par rapport à des publics, par rapport à des pays, par rapport à des situations de guerre ou des pays dans lesquels vous avez été, que ce soit de Paris au Moyen-Orient, en Asie, vous avez vécu ou travaillé, que ce soit en qualité de journaliste, presse écrite, radio, télévision, comme écrivain également de plusieurs livres connus, et puis également comme consultant. J'ai découvert ça également. Vous avez une capacité d'être en retrait dans l'analyse, par exemple derrière la caméra, vous avez des consultants, que ce soit dans l'action, comme grand reporter, et que ce soit également dans le partage, ce que vous faites avec nous ce soir. Je ne vous connais que depuis peu de temps, mais j'avoue que de ce que je vois, en fait, ça vous correspond complètement. Vous êtes là, bien ancré avec toute votre expérience. Et en tout cas, merci de nous la faire partager ce soir. Vous allez nous parler donc de la presse, donc plutôt focalisée presse écrite, mais qui peut-être vous interviendra également sur l'impact sur les médias en général. Et je vous laisse la parole. Et vous remercie encore. Merci. Après 45 ans de pratique, ce que je vous propose, c'est ma version du métier de journaliste, c'est-à-dire ma vérité. Il y a autant de visions qu'il y a de journalistes, et comment ça se sait? Uniquement par les signatures. La notoriété des journalistes, ça se lit dans les signatures. Alors, on va commencer par quelques petites définitions pour que les choses soient claires qui concernent la presse, les médias et la communication. Quelles sont les différences? Au sens premier, c'est l'ensemble des publications qu'on appelait de la presse, c'est-à-dire les journaux, les hebdomadaires, les mensuels. Et puis à cela, c'est rajouté, au fur et à mesure que c'est né, la radio, la télévision, et puis tout ce qui est relié à ces organismes. Ensuite, les médias. Alors les médias, c'est une déformation. D'abord, c'est un nom masculin, toujours au singulier. C'est un procédé technique permettant la distribution et la diffusion, et ne pas confondre avec la presse. Les médias, alors on parle de médias sociaux, c'est faux, c'est des réseaux sociaux. Média est un terme anglais qui a été francisé. Média veut dire simplement un réseau technique. En ce qui concerne la communication, c'est l'ensemble des moyens intellectuels permettant de faire une campagne de publicité, par exemple. Et c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans la gestion de crise. Par exemple, la communication en gestion de crise, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez une inondation. Vous avez un réseau pour ceux qui ont les pieds dans l'eau, où la maison a les pieds dans l'eau, un réseau pour les sauveteurs, qui reçoivent des ordres très particuliers, et un réseau pour les amis de ceux qui ont les pieds dans l'eau. Ces 3 messages différents, et ces 3 réseaux différents. C'est ce qu'on appelle la communication. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de presse, il s'agit surtout de contenu d'information. Au fil des années, des nouvelles technologies, de l'apparition d'Internet, toutes les définitions qu'on vient de voir, elles se sont croisées, mélangées, si bien qu'aujourd'hui, on utilise très facilement un terme pour un autre, et vice-versa. Dans l'information, dans les médias, dans la presse, il y a des dérives. Et ces dérives sont de 3 ordres, comme vous le voyez, la manipulation, la désinformation et la propagande. Alors, je vais vous parler plus de la manipulation. Qu'est-ce que c'est que la manipulation? La manipulation, c'est ceux qui veulent contrôler l'information et qui veulent imposer
une réaction aux auditeurs, à un groupe ou à une population. Mais ça dure pas très longtemps. Parce qu'on finit toujours par le savoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette infirmière koweïtienne devant la CNN. C'était Nedira, c'était son prénom, qui est venue pleurer en disant les Irakiens ont jeté des bébés de couveuses, 22 couveuses, condamnant à mort les enfants. Et vous avez vu ce visage plein de larmes avec des grands cheveux qui pleurait. Ce témoignage poignant, il a quand même été repris 5 fois par Bush en tant que président des États-Unis et 7 fois par le Sénat américain qui a décidé de participer et de lancer l'intervention militaire en Irak. Ce témoignage a cimenté un consensus d'intervention militaire en Irak de 32 pays. Ce témoignage était faux. Il était faux. Dans les premières heures de la libération du Koweït, avec d'autres journalistes, nous avons bien évidemment recherché cet hôpital Adam pour reprendre des témoignages de ceux qui auraient vu cette chose. Personne n'avait vu cette chose. Et mieux, les couveuses qui, théoriquement, avaient été emportées par les Irakiens étaient toujours là. Ce faux a été possible. C'est un montage de la CIA avec le Koweït. Cette femme était la fille de l'ambassadeur du Koweït. Et le montage de cette opération a coûté quand même dizaines de millions de dollars. Une population n'est pas forte parce qu'elle vote, mais par son savoir, ses actes et ses réactions. Paradoxalement, Internet aujourd'hui limite ce type de manipulation, mais il en facilite d'autres. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. La désinformation, c'est surtout employé par les Américains. L'armée américaine utilise beaucoup la désinformation au niveau de l'armée. Et d'ailleurs, ça a été repris, développé et amélioré par les Israéliens sur ce point. Il faut savoir que dans le monde, un événement n'existe que s'il est révélé. Si personne n'en parle, l'événement n'existe pas. Et le métier de journaliste, c'est comme le métier de policier, de diplomate, de chef d'agent de renseignement. On recherche des événements, on recherche des faits, et ensuite on les transmet. Le journaliste les transmet au plus grand nombre. Il le révèle comme on dit. Le diplomate sert son gouvernement. L'agent de renseignement, c'est son service de renseignement qui va ensuite informer son gouvernement. Cette hiérarchie de diffusion est très importante pour comprendre la suite de l'impact de la presse. Alors, est-ce que les journalistes manipulent ou désinforment? C'est en fait contre la question qu'on m'a posée 120 fois au cours de ma carrière. Je réponds catégoriquement non. Pas du tout. Est-ce qu'il est objectif? Et je réponds non. Un journaliste ne peut pas être objectif. Tout simplement parce que c'est un humain. Et que l'humain est un prisme déformant. Lorsqu'on vient de payer ses impôts, lorsqu'on vient d'avoir une scène de ménage, lorsqu'on a un grave problème personnel et familial, lorsqu'on a une simple rage de dents, écrire peut devenir difficile. La plume est souvent lourde et la nuance disparaît. D'ailleurs, je connais pas, mais peut-être que vous en connaissez, des personnes qui vont demander une augmentation de salaire à un patron qui est mal luné. C'est pas possible. La réponse est évidente. Alors, il n'y a pas d'objectivité chez les journalistes, mais je crois qu'il y a toujours une certaine honnêteté. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur ce qu'ils savent, ou ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont appris. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai jamais voté. J'ai jamais voté, sauf pour moi quand je me suis présenté à des élections. Pourquoi? Parce que voter, c'est faire un choix personnel. Et dès lors où on a fait un choix, automatiquement, l'analyse qu'on peut faire de la situation, elle passe par un prisme déformant qui est mon prisme personnel. Mais je revendique en tant que journaliste, haut et fort, le droit de me taire. Le droit de taire des informations que je sais. Au début de la guerre en Irak, par une indiscrétion d'une jeune téléphoniste américaine, un confrère et moi avons appris le jour où l'armée française, qui était le premier élément à rentrer en Irak, à passer ces fameuses falaises qui permettaient de passer du Koweït en Irak, nous avions l'heure, le jour, même les unités.
Et nous avons vérifié. Ce journaliste qui s'appelle Luizet, on a été voir le chef d'état-major français et le général Roquejoffre, et on lui dit, alors vous attaquez tel jour à telle heure. Comment vous savez? Et surtout n'en parlez pas. Et il était évident qu'on pouvait pas en parler. On l'avait appris 3 jours avant. Parce que automatiquement, nos radios et nos journaux sont lus et écoutés. L'information pouvait être transmise à l'armée irakienne et donc porter préjudice. Donc, on se tait, on sait, on a appris en tant que journaliste à se taire, mais c'est pas le silence du tombeau, c'est le silence des archives. On peut toujours tout ressortir par la suite. Je voudrais vous parler maintenant de la fabrication technique des contenants. Ça, c'est une imprimée de journal au début du siècle. Ce que vous pouvez voir, c'est sur la gauche, là, ces dames, elles coulent du plomb. Le texte est plombé, comme on dit. C'est du plomb. Chaque lettre c'est une baguette comme celle-ci, avec au bout la lettre, et on les mettait les unes à côté des autres, et on imprimait le papier par-dessus. Et alors, ça, ici, c'est la table où on ajustait les articles. Et elle était en marbre. Pourquoi en marbre? Parce qu'en bois, c'était tellement lourd, ça aurait été déformé. Donc, c'était en marbre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, aujourd'hui encore, dans toutes les rédactions, au moins de France, quand on dit qu'il y a du marbre. Du marbre, c'est des articles qui n'ont pas été diffusés. C'est des articles qui sont en réserve, qui n'ont pas encore été diffusés, et qui restent avant sur le marbre. Aujourd'hui, c'est de l'informatique, on garde ça en informatique. Alors là, vous voyez très bien la plaque de marbre, et ça, c'est dans chez un imprimeur. Et les lettres sont dans ces cases, les bas de cases et les hautes cases. Ensuite, vous avez la radio. Alors, la radio, ça, c'est un studio d'actualité. Dans le studio d'actualité de ce type de studio, on fait les flashs horaires qui durent 2 à 3 minutes. Tous les grandes éditions du matin et du soir font entre 8 et 10 minutes. À la mi-journée, il fait 30 minutes. Le présentateur de ces grands journaux, il lance ce qu'on appelle des bobineaux. C'est-à-dire, il lance des sons sur 10 minutes, il ne parle que 4 minutes. Tout le reste, c'est des enregistrements qui sont enfilés à la file. Dans le journal, le studio télévision, un JT, un journal télévisé, c'est 40 minutes. Composé de plateaux, du présentateur, là c'est Claire Chazal, mais elle ne parle que 4 à 6 minutes, sur 40 minutes. Le reste du temps, c'est des reportages qui sont mis bout à bout. Ce qui veut dire aussi, c'est que quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de sujet. Sans image, l'actualité n'existe pas. De moins en moins de reportages aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que ça coûte cher. Un reporter, quand on envoie un reporter en mission, il y a son salaire, il y a sa prime de risque, son assurance, les frais de déplacement, hôtel, restaurant, les frais de reportage, l'allocation des moyens de déplacement, l'allocation des traducteurs, l'allocation éventuellement de guides. Un reportage coûte très cher. Alors pendant longtemps, il était compensé par la publicité. Et les réductions budgétaires ont fait qu'aujourd'hui, on n'envoie plus de reporters sur le terrain. On fabrique des plateaux à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on envoie un journaliste devant l'Élysée, devant un tribunal, devant un hôpital, et là, il parle dans son micro. Il aurait très bien pu dire la même chose dans le studio. Mais seulement, il faut un sujet. Il faut qu'il y ait un apport extérieur. On a même inventé ce qu'on appelle les micro-trottoirs, c'est-à-dire, vous avez peut-être vu, on fait appel à des témoins dans la rue, on promène un micro qu'on met sous le nez des gens et qui raconte, et on a choisi. Alors, comment on choisit ces gens? Il y a un nouveau métier qui a été créé à la télévision, c'est le recruteur de témoins. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour courir devant les équipes de télévision, arrêter les gens en disant toi, qu'est-ce que tu penses de ça? En fonction de ce qu'ils pensent, ah bah attends, il y a la télévision qui vient, tu vas passer à la télévision. Et c'est le recruteur d'image. Alors, le journaliste peut transformer ou déformer l'information en fonction de son état, etc. Mais la technique transforme l'image. Vous avez l'émetteur, le vecteur et le récepteur. Les trois
sont des prismes déformants. L'émetteur, donc le journaliste, il y a la langue, il y a le choix du sujet, le découpage du sujet, et il y a l'état d'esprit dans lequel on est. Le vecteur, c'est-à-dire il y a la durée. La durée peut être limitée, on peut dire Coco, ton sujet il fait 1:30. Ah non, je veux 2 minutes, non, 1:30 parce que il y a beaucoup de choses. Il y a l'espace. Dans la presse écrite, on réduit un article parce qu'il y a de la publicité, et la publicité fait vivre le journal. Donc, en réduisant un article, on enlève des éléments et on déforme le sujet. Et puis, il y a l'éloignement. Un autobus qui tombe dans un ravin avec 30 morts en Inde, ça fait pas 2 lignes dans la presse française. Par contre, le même autobus qui tombe dans un ravin en France, ça fait la première avec des photos. Et ensuite, il y a le récepteur, c'est-à-dire le client, l'auditeur, le lecteur. Il faut qu'il soit disponible, il faut qu'il ait un intérêt pour le sujet, et il faut qu'il le comprenne, parce que c'est pas toujours évident. Ça, c'est un bureau de correspondance, c'est mon bureau au Caire. Il faut savoir que le travail du journaliste, c'est donc de travailler sur l'actualité, et que cette actualité est à 98% prévisible. Il n'y a pratiquement que l'accident qui surprenne. Tout le reste, c'est prévu dans le temps, il y a des calendriers, il y a des agendas, etc., etc. Alors, qu'est-ce que fait un correspondant? Qui c'est ce journaliste? Le journaliste, c'est un voyeur qui cafte, comme disait mon fils, qui raconte tout ce qu'il sait, enfin, en général. C'est un professionnel qui travaille à partir d'archives, de contacts, de déplacements sur le terrain, pour le compte d'un organisme public ou privé. Alors, d'abord, il faut qu'il recherche de l'information, parce que l'information, elle tombe pas toute cuite au téléphone quand il faut la rechercher, retrouver la personne qui est au carrefour de l'information et qui peut dire la vérité. Et un exemple, pendant la guerre des Malouines, on avait un problème. Toute la presse était à Buenos Aires et les Malouines, c'était à 2000 km. Alors, comment savoir ce qui se passait? Alors, on a fait le tour de ceux qui pouvaient nous renseigner. J'étais en ce qui concerne l'ambassade de France, on m'a dit, oh là là, on parle pas à la presse. L'ambassade du Canada, ça a été la même chose. Les Anglais n'étaient plus là. J'ai donc été voir les Belges. Et il y avait un attaché militaire belge, un colonel, très sympa, qui m'a dit, moi, je peux rien vous dire. Mais attendez, restez là, je suis obligé d'aller à une réunion. Et il a posé des photos satellites des Malouines sur la table. On était 2, on s'est précipité et j'ai appris à lire des photos comme ça, des photos satellites. Et on y allait tous les 2 jours et on voyait la progression des combats, etc., etc. Comme quoi, il faut trouver la bonne personne qui peut parler. Alors, allez voir les gens sur le terrain. Ça, c'est des yazidis. Ce sont des fakirs yazidis. Les fakirs sont des prêtres qui vivent de mendicité. Ceux-là ont été photographiés à Laèche. C'est le centre principal des Yazidis à la limite du Kurdistan. Il faut aller aussi sur le terrain et rencontrer les gens dans la rue, discuter avec eux. Ça, c'est en Irak, après la chute de Saddam Hussein. En bleu, c'est mon confrère François Guéné, photographe, avec qui j'ai beaucoup travaillé en Irak. Et donc, on avait une voiture, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et on s'arrêtait dans les villages pour discuter avec les gens, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils vivaient, etc. Ensuite, il faut savoir se déplacer. Cette photo a été prise à Kolwezi au moment de la chute de Kolwezi et de la libération de Kolwezi par la Légion, le 2e Reich. Ce monsieur est un Belge, est un Wallon, qui travaillait dans les mines ah non, mais c'est pour... Il y a une autre Belge. Et il se sauvait avec sa famille et il m'a donné sa voiture. Il m'a dit, la 4L qui est à côté, qu'il n'avait plus de porte, qu'il n'y avait plus rien. Il me l'a donné en disant, vous pouvez en profiter parce que il nous fallait nous déplacer. Et c'était assez important. Avoir une voiture, c'est bien, mais il faut surtout faire le plein. Et ça, c'est en Irak, en pleine nuit, on allait voir les pirates, ceux qui pompaient l'essence dans les pipelines, et ils nous le vendaient assez cher d'ailleurs. Mais nous, ça nous permettait de nous déplacer toutes les nuits. On était à la recherche d'essence. Avoir une voiture, c'est bien aussi, mais il faut pas être repéré à cause de la voiture. C'est pas la forme ni la marque, c'est la plaque d'immatriculation. Une voiture koweïtienne en Irak à la libération, c'était des problèmes assurés. Et en plus,
tous ceux qui se promenaient en voiture sans plaque d'immatriculation en Irak à ce moment-là étaient des gens troubles. Service de renseignement, pas service de renseignement, armée en civil, etc. Donc on a profité de cette espèce d'anonymat pour pouvoir circuler. On a fait tout le tour de l'Irak. Et puis, enfin, il faut savoir profiter des transports existants. Ça, la Légion, à Kolwezi, la Légion avait été rechercher les agresseurs de Kolwezi jusqu'à la frontière, jusqu'à Muchacha. Et donc, ils m'ont transporté. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me suis aperçu que dans les armoires de glace devaient garder le sang frais en cas de blessé, ils avaient mis la bière. Alors, le problème des journalistes, souvent, c'est la valeur du témoignage. Dans ce petit schéma que j'ai essayé de dessiner, le monsieur A, là, il a vu passer cette voiture, après l'accident, il a vu passer cette voiture dans ce sens. Donc, son regard a défilé sur le mur d'en face. Donc, il a estimé que la voiture allait vite. Le B, qui a vu la même voiture arriver vers lui, n'a pas pu évaluer une grande vitesse parce que la voiture venait vers lui et on ne peut pas évaluer la vitesse. Le C, qui marchait dans l'autre sens, il a entendu le bruit, il s'est retourné, il a été voir, il a écouté les autres et il s'est fait sa vérité. Donc, vous voyez, le témoignage peut différer sur un même événement. Il y a d'ailleurs eu en 74 une réunion de 200 grands avocats du monde à Genève sur le témoignage. Des avocats qui travaillaient sur des avocats pénalistes. Et il y a eu la première conférence le matin, le déjeuner copieux, 2 heures on reprend, 3 heures, un homme rentre, c'est un amphithéâtre, un homme rentre en bas, passe devant le monsieur qui parlait, lui tire 3 fois dessus, le monsieur qui parlait s'écroule et l'agresseur s'en va. Bien évidemment, affolement, tout le monde s'affole, se met debout, le monsieur se relève, il avait des taches de sang, et il dit stop, prenez un papier et écrivez, qu'est-ce que vous avez vu? Il y en a qui ont vu des coups de hache, d'autres qui ont vu des femmes, d'autres qui ont vu... Pourquoi? Parce que les gens, au moment de l'action, n'étaient pas physiquement disponibles pour enregistrer ce qui se passait. Il y en a même qui devaient dormir. Voir des femmes alors que c'est un monsieur chauve et des coups de hache alors que c'est des coups de pistolet. Bon. Et c'est ce que les journalistes doivent apprendre, exactement comme les juges et les avocats, à bien comprendre, cerner, creuser un témoignage pour éviter de dire des bêtises, en fait. Ensuite, le journaliste doit être là où il faut, quand il faut. Je vais vous donner un exemple. Pendant la guerre des 6 jours, branle-bas de combat, la guerre commence, branle-bas de combat à Antenne 2, à l'époque c'était France 2, et Guénière, un de mes copains, journaliste, saute dans un avion à direction du Caire. L'avion démarre, l'aéroport ferme parce qu'il y avait la guerre, il se retrouve à Tripoli. De Tripoli, il dit c'est pas grave, je vais passer par la Jordanie. Il prend l'avion, il va en Jordanie pour rentrer en Israël. Mais l'avion ne peut pas se poser en Jordanie à cause de la guerre, il va se poser à New Delhi. De New Delhi, il prend un autre avion pour aller à Rome et pour aller en Israël. Quand il est arrivé, la guerre de 6 jours était terminée. Donc la difficulté, c'est d'être là où il faut, quand il faut. Et l'image qui vient, qui est assez terrible pour moi, c'est durant la seconde intifada, près de Jéricho en Jordanie, l'armée israélienne se déploie et déploie des blindés. Et avec Guéné, que vous avez vu tout à l'heure, le photographe, on décide d'aller voir sur place. Et à un moment donné, c'est son œil de photographe, qui voit devant le blindé un gosse se baisser et ramasser une pierre. Et il le shoot, il me dit, allez, regarde. Et ce gosse envoie sa pierre et part. Mais on a trouvé, et je trouve que la symbolique, le geste complètement inutile, mais la symbolique du geste est très forte. Ensuite, ce métier de journaliste permet de rencontrer des gens étonnants. Là, c'est un Irakien que j'ai rencontré à Bassora, dans un hôtel, il était avachi dans un fauteuil. Et dans tous les hôtels, avant la chute de Saddam Hussein, dans tous les hôtels, il y avait ce qu'on appelle les mukhabarat, c'est les agents de renseignement. Mukhabarat
police intérieure ou espion, enfin ça recouvre le tout. Et il était là, à Vichy, je lui dis, toi, tu as une tête de Mukhabarat. Alors il rigole, il me dit, tu as raison. Ah, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, moi il était directeur du centre d'écoute des chancelleries étrangères. Et il était rentré chez lui parce que le régime était tombé. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Il me dit rien. Je dis, écoute, je t'engage, je te paye à manger et l'hôtel, et je te donne $40 par jour, et tu m'accompagnes. Et il m'a ouvert l'Irak de manière extraordinaire. J'ai pu, grâce à lui, rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Ce monsieur est merveilleux. C'est sa béatitude, l'archevêque du Sinaï, Damianos. C'est un abbé, c'est son titre. Il est le supérieur du couvent de Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï. Sa juridiction, si je puis dire, se limite à un tout petit territoire sur le mont du Sinaï, avec une population de 900 personnes, dont 2 tribus bédouines qui, sur ordre de Mahomet, protègent le couvent. Ce couvent, le voilà. Oui, c'est au Sinaï, dans Sinaï en Égypte. À l'origine, c'est une simple chapelle qui a été construite en 337 après Jésus-Christ, sous l'ordre de la mère de l'empereur Constantin, l'impératrice Hélène. Au VIe siècle, les religieux, qui sont tous grecs, étaient en butte avec des tribus nomades qui voulaient les piller. Alors ils ont demandé à l'empereur romain de construire les remparts. Après, beaucoup plus tard, un siècle plus tard, l'islamisation du Sinaï a été très importante et le calife voulait raser le couvent. Donc le père supérieur a été le voir en disant non, c'est pas la peine, on va construire une mosquée. Donc ils ont construit une mosquée dans l'enceinte, et c'était le seul élément haut qui dépassait des remparts. Donc le calife a dit, c'est d'accord, vous pouvez rester. Et 1000 ans plus tard, en 1800, le successeur de l'abbé a construit le clocher de la basilique, mais de sorte à ce que la croix en haut de ce clocher soit sur la mosquée le plus longtemps possible toute la journée. Ça, c'est en Égypte, dans le désert arabique. Ces personnes sont des nomades qui vivent au milieu de rien et qui vivent avec rien. Ils ont quelques bêtes, c'est des éleveurs. Ces 2 femmes, on est arrivé en voiture, elles sont venues à notre rencontre, elles se demandaient qui on était. Et j'avoue que le dénouement de cette population est extraordinaire, d'autant que cette jeune fille faisait partie de la famille. François Guéné la prend en photo, et à un moment donné, il se retourne et elle voit l'écran de l'appareil photo. Elle dit « Oh, que cette dame est belle !» Elle ne s'était jamais vue dans un miroir. Elle nous a demandé la photo. Bon, on n'avait pas de moyen de la communiquer, puis on n'est jamais retourné au même endroit, mais elle ne s'était jamais vue. Et j'avoue que ça a toujours été très... C'est le type de rencontre qui marque. Là, c'est le général Fawzi Chawari. Fawzi était un chef de tribu, d'une très grosse tribu sunnite, entre Ramadi et Fallujah, en Irak. Et il avait été un temps patron des services de renseignement irakiens durant la guerre Iran-Irak. Mais là, quand on l'a vu, donc c'était quelques jours après la chute de Bagdad, il était commandant d'une division blindée de l'armée irakienne qui protégeait Bagdad. Et quand les Américains sont arrivés, sa division blindée, 1200 chars et tous les hommes avaient disparu. Je l'ai retrouvé quelques jours après grâce à mon guide. Je lui ai bien sûr posé la question, qu'est-ce que vous avez fait des chars? 1200 chars, ça fait quand même pas mal. Vous en faites pas, c'est sous contrôle, m'a-t-il expliqué. 6 mois plus tard, j'ai appris que les chars avaient été découpés au chalumeau et vendus en Turquie. Le blindé, l'acier avait été vendu en Turquie. Ça, c'est pour moi une photo historique. Avec quelques confrères au Parlement européen, on a voulu créer l'association des journalistes parlementaires. Et j'en avais parlé à Simone Veil, qui était présidente, qui m'a dit qu'elle était d'accord, mais que le Parlement ne pouvait pas être le seul à supporter la création de cette association. Donc on a approché Pierre Flimelin, avec les cheveux blancs, et Muller, qui était l'adjoint de Pierre Flimelin aux questions européennes. Et le monsieur qui est entre moi et Simone Veil
c'est Roland Faure, le patron de Radio France. Et c'est à ce moment-là. Tu es où là? Je suis barbu, avec la cravate. Barbu avec la cravate. Tout le monde se posait la question. Ah bon? Ah, mais j'étais beau à l'époque, c'est pour ça qu'on ne me reconnaît plus. Et cet instant, pour moi, est magique parce que c'est au cours de cette conversation dans un couloir que le devenir budgétaire de l'Association des juristes parlementaires européens est né et qui ça continue encore aujourd'hui. Et cette photo date de 72-73. Comme quoi, il y a des instants comme ça dans la vie, dans un couloir, où on met 3 personnes ensemble et il y a une décision qui est prise. Ça, c'est une photo qui a été prise par François Guéné, juste avant la chute de Saigon, au bord d'une rizière. Ça, c'est pour moi une photo qui parle symbolique sur le plan symbolique, parce que dans tous les conflits que je n'ai vu pas mal, les victimes les plus nombreuses sont les civils, et en général des femmes et des enfants, parce que les combattants ont, eux, appris à se protéger. Et il y a un deuxième constat qui est fait, c'est que quel que soit le côté où on est dans une guerre, le sang est le même, c'est toujours du sang rouge. Et ça m'a beaucoup frappé tout au long de ma carrière. Et là, vous avez Beyrouth. Beyrouth, ça c'est Gisabert, c'est un autre photographe. Cette photo, là il y a une mosquée, elle a été prise à partir de là, c'est cet immeuble, c'est ce coin-là. Voilà ce qui reste, avec des gens qui vivotent dans des caves et qui vont ramasser l'eau qui fuit dans les trottoirs. Je suis persuadé que parmi vous, tout le monde ignore que le Yémen c'est ça. Et personne n'en parle, il n'y a pas de photo. Et c'est ce qui est terrible. Alors, pour parler de l'actualité, il faut découper l'événement. Il faut le découper parce que il peut pas tenir dans un seul article. Il peut pas tenir sur 1 minute ou 1 minute et demie. Alors, il faut d'abord parler du fait. Le fait, c'est quoi? Le fait, c'est répondre aux questions. Qui, où, quand, comment, avec quoi? Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a l'étape que vous avez sur l'écran et qui se décline dans un ordre logique, dans l'ordre où c'est placé. Et dès l'instant où cet ordre change, c'est le début de la manipulation. Alors, volontaire ou pas, la question est posée. Le matériel. Alors, le matériel, les journalistes, ils ont comme matériel un stylo, un carnet de notes, un carnet d'adresses. Carnet de notes, vous allez en voir un en bas. Pour les journalistes de télévision, il y a l'équipe de télévision avec le caméraman et le preneur de son. Et pour les journalistes radio, il y a l'enregistreur pour le montage. Et comme en télévision, le reportage se monte, se découpe et se monte en morceaux. Et ensuite, il y a la transmission. Alors là, c'est la transmission. Je suis dans mon bureau à Beyrouth. Il a volé en éclats parce que l'immeuble d'en face a pris un obus et donc on voit les bouts de verre par terre. Mon coin enregistrement a été complètement soufflé et j'ai monté un système sur mon appareil de téléphone. On va voir ça point avec mon Agra. Alors regardez-le bien parce que j'en ai un autre en bas qui n'est plus de vous le même. Celui-ci faisait 14 kilos et celui qui est en bas ne fait que 7 kilos. Donc, ce qu'on faisait, on se branchait sur le téléphone. Vous savez, dans le micro, au temps où ça pouvait se faire, ça se dévissait, il y avait une sorte de pyramide, c'était le charbon du micro, on l'enlevait, il y avait 2 languettes. On mettait donc sur ces 2 languettes des passes coco, là, et c'était relié au fil. Donc on composait le numéro et on avait Paris. Mais comme dans un pays en guerre comme Beyrouth, les lignes n'étaient pas assurées, dans une paire de téléphones, c'est-à-dire les 2 fils du téléphone, on peut faire passer jusqu'à 60 communications en même temps. Il est évident qu'il y a ce qu'on appelle de la perturbation en ligne. Donc, moi, je m'étais arrangé avec les Palestiniens qui, pour des raisons stratégiques, occupaient le central téléphonique. On avait sorti les lignes on avait été chercher chez lui le technicien libanais. On avait sorti les lignes de mon bureau. On les avait scotchées en blanc pour bien les reconnaître. Et puis, avant d'envoyer mes reportages, j'avais une espèce de poire, j'envoyais du 110 degrés, du 110 volts sur la ligne.
C'est-à-dire que toutes les communications étaient coupées. Je faisais mon numéro de téléphone et j'avais une ligne claire. Et j'ai pu travailler comme ça sur... Donc ça s'appelait la bidouille. Les Américains nous ont toujours admirés pour ça. Ils étaient incapables de bidouiller un téléphone. Eux, s'ils n'avaient pas le bon téléphone qui va au bon endroit, etc., c'est pour ça qu'ils étaient 15 en reportage avec 100 kilos de matériel. Nous, on avait juste un agra et puis quelques bidouilles et quelques bouts de fil. Kunsa, alors ça c'est à Bagdad, vous voyez, c'est le technicien qui prend la photo. On a mis en ligne, en réseau, les deux appareils pour pouvoir faire des copies, des montages, etc. C'est un mini studio qu'on a fait sur une table. On est en train de faire un magazine de 16 minutes qui a d'ailleurs été primé. Nous avons, mon technicien et moi, été primés pour ce magazine. Et aujourd'hui, c'est avec un téléphone portable. On n'a plus besoin de tout ce matériel. On peut même enregistrer quelqu'un avec mon téléphone portable. Je passe le micro et le gars à Paris, et ça facilite tellement les choses. Ça, c'est en Irak. Le souci étant, bien évidemment, toujours de transmettre, parce que il sert à rien d'avoir une information si on peut pas la transmettre. Alors, à quoi sert le travail du journaliste? Moi, j'ai qu'une réponse. J'ai eu la chance d'être en faculté avec un conférencier du nom de Beuve-Méry, qui est le concepteur et le créateur du journal Le Monde. Il nous a parlé 3 ou 4 fois à 2 heures, et j'ai retenu qu'une phrase. Un homme bien informé est un citoyen, un homme mal informé est un sujet. Et ça m'a beaucoup marqué. De plus, ce métier est assez fabuleux pour ceux qui le font comme moi, parce qu'on rencontre des personnages extraordinaires. Kunsa, vers 76-77, j'étais en Thaïlande, et au nord de la Thaïlande, Kunsa était un chef de guerre qui avait une armée pour défendre les États Chan, ou la drogue, enfin toujours est-il que hélicoptère, avion, 15 000 hommes, etc. Et il m'a reçu, j'étais toujours avec le même technicien, il m'a reçu tout habillé de blanc, col Mao, avec la Légion d'honneur combattante. Alors je lui ai dit, c'est une médaille française, mais qui vous l'a donnée? Il dit, qui me l'a donné? L'armée française. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, quand j'étais jeune, on a attaqué un poste au Laos. Et il y a un avion français qui est arrivé, il a largué des caisses qui sont tombées dans le poste, mais il y en a une qui est tombée juste devant moi. J'ai ouvert, il y avait la médaille, alors je l'ai gardée. Et je suis retourné sur place avec mon épouse plus tard, et ces hommes qui lui vouent un respect terrible, ont monté il y a un musée, il y a l'endroit où il dormait, ont monté cette statue équestre, et là on la voit pas très bien, mais il y a la Légion d'honneur. Autre chose, parce que c'est très divers, ça c'est le Nil. Le Nil le matin. C'est des bleus, c'est des nuances de bleu, c'est des photos, c'est la nature par elle-même. On a la chance de pouvoir la parcourir et voir des choses qui sont assez exceptionnelles. Comme ça, par exemple. Un char, après la chute de Saddam Hussein, les Kurdes, c'est sur la route d'Erbil, entre Mossoul et Erbil, les Kurdes se sont amusés à peindre un char qui était abandonné. Ou alors, ça. Regardez bien comment les gens chargent le camion. Il y a un creux au milieu. Et dans ce creux, ils mettent des femmes, de la drogue, des armes, tous les trafics possibles et imaginables. Et ensuite, le camion est bâché comme ça. On donne des bakchiches au checkpoint. C'est comme ça que le trafic se fait, c'est à la frontière. C'est à Chalatine, à la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Et puis, il y a ça. Ça, c'est la ville 3 fois sainte, c'est Jérusalem, vue d'en haut, j'ai eu cette chance. C'est une ville merveilleuse où les murs de la vieille ville parlent dès l'instant où on a un tout petit peu de connaissance d'histoire religieuse. Mais c'est extraordinaire. Alors, le contenu de l'actualité, le contenu des journaux est assez précis et c'est toujours le même. Les journaux parlent toujours des trains et des avions qui arrivent en retard. Jamais des trains et des avions qui arrivent à l'heure. Pourquoi? Parce que le bonheur ne se partage pas. Et le malheur, oui. La presse est rejetée, les gens sont méfiants. La méfiance, c'est le mal du siècle, parce qu'on est méfiant vis-à-vis de tout le monde. Vis-à-vis des autorités, des financiers, des économistes et bien sûr de la presse. Pourquoi il y a cette méfiance? Parce que quand la presse affirme quelque chose, il y a toujours une minorité qui n'est pas d'accord. Avant Internet, cette minorité ne s'exprimait pas, si ce n'est dans ces petits endroits. Aujourd'hui, avec Internet, les minorités sont très agissantes. Et on n'échange pas des arguments.
on échange des insultes. Il y a là le début d'un règne des minorités, des petits groupes, qui est dangereux pour la démocratie, mais je pense pas que les esprits en soient déjà conscients. Les journalistes, très souvent, sont identifiés à ce qu'ils racontent. Oh, pourquoi il a raconté ça? Il n'avait pas à le raconter. C'est pas nouveau. La faute des journalistes, le fait que les journalistes parlent de choses qu'ils ne devraient pas parler, déjà dans l'Antiquité, on tuait les messagers de mauvaises nouvelles. Et puis, si on va un peu à l'extrême de ce système, le présentateur de l'homme météo, c'est de sa faute quand il pleut. On tombe dans l'histoire de la fée Carabosse, que vous avez tous connue dans votre jeunesse. La fée Carabosse, qui tous les matins allait voir son miroir et qui disait « Miroir, est-ce que je suis belle ?» Et la fée Carabosse disait « Mais oui, tu es la plus belle femme du monde » jusqu'au jour où elle a eu un bouton sur la joue. Et il lui a dit « Mais tu as un bouton sur la joue » et de rage, elle a cassé la glace. La presse, c'est parfois, et c'est même souvent ça. Alors, Internet est venu multiplier cet événement. Dans les réseaux sociaux, tout est équivalence. Tout a la même force, tout a la même puissance. Ce qu'on appelle aujourd'hui de manière impropre les médias sociaux, qui sont en fait des réseaux sociaux, véhiculent tout et n'importe quoi. De la promotion publicitaire à la promotion politique ou économique, ou considérée comme telle, en passant par des blagues, des recettes de cuisine, des commentaires en tout genre. Et tous ces intervenants ont la même valeur. Il n'y a pas de hiérarchisation de la connaissance. Le dire du journaliste, de l'expert, du vrai ou autoproclamé, du communicant, du monsieur lambda dans la rue ou de l'homme politique, la phrase est toujours reconnue comme ayant la même valeur. Et la notion de ce fait, la notion de majorité s'étiole, commence à disparaître. Aujourd'hui, la moindre société, la plus petite association, le moindre groupe d'intérêts ou d'idées qui veut s'adresser au public, ouvre un site et développe ses charmes avec tous les risques que ça peut comporter de manipulation, de désinformation, voire d'arnaque. D'abord, et grâce aux réseaux sociaux, j'ai calculé qu'il n'y a que 6 personnes entre Barack Obama et moi. Et 3 personnes seulement entre le pape et moi. Comment? Tout simplement, je peux facilement être connecté ou connecter quelqu'un qui est elle-même connecté avec le secrétaire d'Obama ou le secrétaire du pape. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'intercommunication des individus facilite les rapprochements théoriques, bien évidemment. Et puis, il faut savoir qu'un message sur Internet met 7 secondes pour faire le tour de la Terre. Et une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'effacer. Parce qu'il s'accroche durant son tour de Terre partout à des mémoires et il ressort. Et donc, Internet, moi en ce qui me concerne, je m'en méfie énormément parce que tous les réseaux, tous les sites sociaux sont des multiplicateurs de problèmes possibles. Selon une étude de la Fondation Descartes, c'est un organisme qui est chargé d'étudier l'utilisation d'Internet, en Europe, seulement 3% des internautes, 3%, consacrent du temps à la presse, à l'actualité. 4% consacrent à la pornographie. Le reste du temps, c'est les divertissements, les recherches, etc., etc. Et puis, il y a moi ce qui j'avoue, me pose beaucoup de problèmes, la puissance du GAFAM. Le GAFAM, c'est l'acronyme des géants du web. Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ces sites ont réussi un coup d'État extraordinaire. Ils ont censuré un président de la République, dont on peut penser ce qu'on veut. Le problème n'est pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait, mais il était président de la République. Donald Trump était le plus important président de la République au monde, et ils l'ont censuré. Ça veut dire que demain, tout le monde peut censurer tout le monde. Du moins, les 12 super rédacteurs en chef dans le monde, qui sont ceux du GAFAM, et puis les 3 Chinois, Baidu, Alibaba et Xiaomi, peuvent couper n'importe qui. Donc, il y a plus de contrôle. On peut couper, on peut censurer à condition que ce soit une décision judiciaire. Mais là, c'était extrajudiciaire. Et je trouve que c'est très grave. Nous sommes rentrés dans une période où les nouveaux acteurs ont un pouvoir géopolitique extraordinaire.
et dans lequel les critères de la démocratie telle que nous la connaissons sont en train de se modifier en profondeur. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. La multiplicité et ces messages ne s'effacent pas. Vous avez beau les effacer dans votre ordinateur, ils restent sur le fil. Alors, en conclusion, comment il faut lire l'actualité? Moi, je parle que de l'actualité. Il faut bien choisir les titres qu'on utilise. Comment? En faisant des tests et par comparaison. Ensuite, il faut identifier les auteurs, les journalistes, les intervenants, les contributeurs, et bien voir si ce qu'ils racontent correspond à ce que vous pouvez lire par ailleurs. Il faut rechercher des sources crédibles, bien évidemment, et toujours douter et recouper les informations. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, je vous en prie, allez-y. Quelle serait la meilleure question à poser? À moi, je pourrais te donner la meilleure réponse que je sais. J'attends ta question. Qui a dessiné ce Père Noël? Qui a dessiné ça? C'est un confrère égyptien qui trouvait que j'avais une tête à croquer. Est-ce que, d'après vous, est-ce que le métier de journaliste est... Le métier de journalisme est en pleine mutation. Je vous avoue franchement, je parlais à Elodie tout à l'heure, je suis très content de l'avoir quitté. Par contre, je reste profondément attaché aux principes tels que je l'ai connus, que je traduis aujourd'hui ou que j'essaie de traduire dans des livres, dans des reportages, parce que je continue à écrire, mais des reportages longue durée. Je me suis, bien que je suis du verbe suivre de très près l'actualité dans des zones qui m'intéressent, je suis détaché de l'actualité. Par exemple, l'actualité française, je suis complètement sorti de cela. Il y a des grands sujets, la Chine, le Moyen-Orient, les grandes menaces, les conflits, tout ça, ça m'intéresse. Je le suis au plus près et je fais des articles dessus. Je fais des articles, mais si vous voulez, je vous en ai pas parlé, dans la presse écrite, comment on calcule un article? On calcule en feuillet. En feuillet, c'est-à-dire 1500 signes, espace compris. Ça donne une base de travail. Un article dans la presse qui est publié selon les journaux, c'est entre 1 et 3 feuillets. Moi, je travaille sur des reportages qui font 12 feuillets, plus les photos. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous souvenez de France Soir ou de la Libre Belgique, par exemple. En page 2, il y a le grand reportage qui fait 12 feuillets. Et je travaille pour des magazines suisses, même pour les Canadiens, ça m'est arrivé. J'ai quitté le journalisme chaud, d'actualité chaude, parce que pour moi, je ne devrais pas dire ça, mais pour moi, c'est plus du journalisme. C'est les new look, c'est-à-dire dans les écoles de journalisme, on apprend à utiliser Internet, c'est-à-dire qu'on marque djihad islamique. Dans Google, on a 600 pages, on prend les 3 premières pages, copier-coller, et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que c'est pas vérifié, c'est souvent n'importe quoi. Comme journaliste, pour nous, les gens, pour lire les news, Oui. comment faire comment être limité sans Alors, beaucoup? Comment faire pour savoir ce qui se passe sans être submergé. par tout ça? Alors, d'abord, il faut savoir de quoi on veut, qu'est-ce qui nous intéresse. Le Liban, par exemple, le Nord-Liban, la formation du gouvernement, les relations Liban-Israël, c'est un thème. D'abord, il faut définir un thème. Une fois qu'on a défini un thème, il faut, je crois, prendre les meilleures sources qu'on puisse trouver sur ce plan et essayer de voir la signature de l'article. Tiens, il y a cet article, il est pas mal. Qu'est-ce qui a signé? Et ensuite, voir si l'argumentation existe dans un autre journal, qui l'a signé. C'est par comparaison qu'on finit par éliminer tout ce qui est superfétatoire. Il faut y consacrer du temps. Ça demande du temps. Ça demande du temps.
Aujourd'hui, avec la masse d'informations Oui, c'est ça. qui arrive, ça demande beaucoup de temps. Tu disais que l'honnêteté était la base. Est-ce que, justement, avec tous ces changements de technologie, l'honnêteté a changé? Non. Non, je ne pense pas que l'honnêteté... Qu'est-ce que c'est que l'honnêteté? C'est le journaliste qui doit faire un papier, apprend quelque chose. Il l'a vérifié en toute honnêteté. Il a mis toute son honnêteté dans la vérification. Si il a publié quelque chose qui se révèle être faux, c'est pas qu'il ait fait une erreur, c'est que ses sources d'information, ses renseignements sont faux. Donc, il doit approfondir sa méthode de travail. Je sais que ce soit pour une écriture d'articles, de bouquins, j'ai toujours recoupé au moins 3 fois j'ai écrit un livre sur le Liban en parlant de réunions. J'ai été voir les différents participants à la réunion. Chacun m'a donné sa version, mais je demandais comment ils étaient habillés pour bien évaluer leur mémoire. Qu'ils aient une chemise blanche ou une chemise rouge n'avait rien à voir dans le récit que je voulais faire, mais ça me permettait de savoir s'ils avaient été attentifs ou pas. Et c'est ça qui est important. Je crois profondément à l'honnêteté des gens. Maintenant, il y a toujours des malhonnêtes quelque part. Hein. Il y a une charte du journalisme. Il y a 3 chartes des journalistes qui se complètent. Quel est son rôle? De quelle manière sanctionne-t-elle ou évalue-t-elle les journalistes? Alors, c'est très corporatiste comme position. La dernière qui date de 76 et qui a été décidée par une assemblée des syndicats européens de journalistes à Zurich, il y a 10 articles que l'on retrouve dans la charte des journalistes de Force ouvrière, qu'on retrouve dans la charte des journalistes allemands, espagnols. L'ordre n'est peut-être pas le même, mais le principe est le même. Rien nous oblige à la respecter. Il y a simplement une question de déontologie. Il y a pas d'ordre de journalistes comme il y a un ordre des médecins ou un ordre des pharmaciens. C'est une adhésion volontaire. C'est dangereux, non? Moi, je suis contre un ordre des journalistes. Pourquoi? Parce que c'est une censure assurée. Je préfère laisser les journalistes libres et leur dire, là, Coco, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les journalistes entre eux sont pas tendres. Quand un journaliste lance une désinformation ou une manipulation, les autres lui rentrent dedans. Nous étions, en tant que journaliste français, une trentaine à l'étranger à couvrir tous les événements. On se retrouvait à une trentaine. Sur la trentaine, il y en a au moins 15 qu'on n'a jamais accepté dans le groupe. Il y en a une quinzaine qui ont été écartés et que personne ne voulait travailler avec eux parce que ils bidonnaient, comme on disait. Ils mentaient dans leurs rapports. À l'inverse, il y a des journalistes. Moi, j'ai toujours été admiratif pour les vieux journalistes. Quand j'étais à Saigon, peu de temps après mon arrivée à Saigon, on a été embarqué par l'armée américaine. C'est-à-dire qu'on allait se enregistrer avec un grade de commandant dans l'armée américaine. Ils nous donnaient un treillis. Et puis, on avait une carte de presse. Et avec cette carte de presse, on pouvait aller n'importe où. Aussi bien au PX acheté qu'aux messes des officiers. Et ce qu'on faisait, on pouvait accéder aux hélicos en disant où va cet appareil, il va à tel endroit, je veux monter dedans. On sortait un soldat et on mettait là. Et comme ça, j'ai été sur la route entre la frontière cambodgienne et Saigon. Il y a la côte 888 que les Américains appelaient Hamburger Hill parce que ça tirait de tous les côtés. Alors j'étais posé dedans et j'y suis resté 48 heures. J'en suis revenu complètement choqué par ce que j'avais vu. Et je rentre à l'hôtel, et comme j'étais arrivé en retard, moi j'étais arrivé un mois avant, j'avais été à l'hôtel La Caravelle qui était tenu par la Corse, et il y avait un journaliste renommé qui s'appelait Lucien Baudard. Et Lulu, il passait son temps au bar, à écouter les confrères et à faire des papiers. Et bon, je suis arrivé, il n'y avait plus de place. Tout était pris. Et il était là. Il me dit, si tu veux, moi j'ai une suite, je te laisse mon salon, tu dors dans le salon, mais tu me racontes ce que tu vois. Donc en rentrant de la 888, je lui raconte ce que je vois, etc.
Et puis, il me dit, mais ton sergent, là, c'est une platoon, c'est une section, ton sergent noir, là, il s'appelait comment? Je n'avais pas noté. Et je m'en souviens plus. 3 jours plus tard, il y avait un vol Air France. Saigon était tombé, déjà. Saigon est tombé 3 jours plus tard, et le premier vol Air France qui venait de Bangkok amène les journaux. Et il y avait le François. Lucien travaillait pour le François. Je prends le François, je regarde, et je vois son article sur la côte 888. Et je me dis, j'aurais voulu écrire ça. C'était exactement ce que j'avais vécu. Peut-être parce que je lui avais bien raconté. Mais il avait trouvé le nom du sergent, Charlie. Je lui dis, mais comment tu as su qu'il s'appelait Charlie? Parce que ça m'est revenu. Il me dit, Coco, je vais te dire une chose, tous les sergents noirs de l'armée américaine s'appellent Charlie. Mais voilà, c'est des anecdotes comme ça qui font le métier, parce que après j'ai toujours noté le nom des sergents. Voilà. Et alors, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des grosses différences avec dans la pratique, dans la manière de faire du journalisme entre les pays? Alors, bien sûr, il y a le sujet de la liberté de la presse, mais au-delà de ça, dans les pratiques. Oui, parce qu'on ne s'adresse pas à un public au même public. Je vais donner un exemple qui concerne la France. En 73, fin 73, début 74, il y a eu un blow-up sur un puits de gaz en Norvège, à Stavanger. Et on m'a envoyé là-bas, et mon rédacteur en chef me dit, pense aux angles des matinales. Les matinales, les bulletins, c'est 6h, 6h30, 7h, 7h30, pas de 8h30, c'est la revue de presse, mais 9h. En fait, qu'est-ce qu'on faisait? 6h, 6h30, les articles, on parlait des outils en bronze. Pourquoi en bronze? C'est pour pas faire d'étincelles alors qu'il y avait un milieu avec du gaz. Qui sont les auditeurs? Les ouvriers. 7h, 7h30, la stratégie. Comment on avançait vers les bateaux, vers les puits, l'utilisation des bateaux, le rôle des pompiers, cadre moyen, la stratégie. 8h, le coût financier. Combien coûte un bateau, combien coûte un pompier, c'est ça. Les auditeurs, des cadres supérieurs, voire des banquiers, des hommes d'affaires. 9h, pollution, le poisson, etc. Pourquoi? Parce que c'était les mères de famille qui revenaient de l'école et qui s'apprêtaient à leur faire leur marché. Donc à chaque fois, on cible les auditeurs. Et il est évident que dans chaque pays, l'auditorat est pas le même. On peut pas comparer l'Allemagne et la France ou avec l'Espagne. Donc, mais les journalistes doivent tenir compte de leur auditoire ou de leur lecteur. Tu l'as un petit peu évoqué avec les GAFA, mais comment les journalistes, tu as parlé d'une espèce de presse idéale dans laquelle les journalistes peuvent passer l'information telle qu'ils le veulent. Comment cette information est ensuite filtrée et cernée en fonction de la propriété du journal ou de la télévision, et de quelle manière le journaliste peut rester indépendant dans un journal ou dans une télévision qui a une opinion politique très marquée? Très bonne question, je te remercie de l'avoir posée. Tu sais, je parle de la France, mais c'est vrai aussi pour les autres pays. En France, on dit Libé est de gauche, Le Figaro est de droite. Bon, Libé est de gauche, mais de quelle gauche? Le Figaro est de droite, mais de quelle droite? Ensuite, les patrons de presse, les financiers. Il est évident qu'à TF1, on va pas parler des ponts construits par Bouygues qui s'effondrent, puisque Bouygues est propriétaire de TF1. Bon, mais ça, on le sait. Et dans ces cas-là, les journalistes de TF1 glissent l'information à des gens qui vont le publier. Pour te donner un exemple, lorsque j'étais à Beyrouth, j'apprends quelque chose, j'apprends une nouvelle. J'appelle Paris et me dit « Oh Coco, j'ai ça, je vais te faire 2 minutes. » Au bout du fil, un jeune stagiaire « Oh non, écoute, non, on a beaucoup de choses, on ne veut pas. » « Ah bon? Ok, d'accord, pas de problème. » Je descends 2 étages, je vais à l'AFP, mon copain Ketz,
qui était le patron de la FP, je dis, tu sais, il y a ça, ça. Oh, c'est pas mal. Il fait une dépêche. Dans la demi-heure qui suit, Paris me rappelle en disant, dis donc, le sujet dont tu me parlais là, tu peux pas nous faire 3 minutes? En fait, sur le terrain, on est concurrents, mais on est aussi complémentaires. Et c'est valable, pour répondre à ta question, c'est valable dans tous les sens. Il est évident que le propriétaire, le propriétaire d'une radio, par exemple, qui est propriétaire à 100%, et qui a d'autres affaires à côté, va éviter qu'on parle de ses affaires. Par exemple, si tu prends le Qatar, Al Jazeera ne parle jamais du Qatar. Elle parle de tout le monde, mais sauf le Qatar. Al Arabiya, qui est une télévision dans le Golfe, à Abu Dhabi, mais une télévision d'Arabie Saoudite, ne dit que du bien d'Arabie Saoudite. Mais ça, j'allais dire, ça fait partie de la règle du jeu. Ça fait partie de la règle du jeu. Et le journaliste qui n'est pas bien dans un journal, il change. C'est assez ouvrant. Ta question est très pertinente sur le principe, mais dans la réalité, les choses sont beaucoup plus fluctuantes. Il arrive des fois que des journalistes publient des informations qui sont fausses et qui ne sont pas vraies. Et quelles sont les punitions que des journalistes pareils peuvent... Alors, il y a 2 solutions. Soit le news est faux, totalement faux. On le sait et il se fait virer. Soit il est banni par les autres journalistes. Mais en général, ça n'arrive pas. En général, ça n'arrive pas. Alors, je voulais vous dire qu'en bas, pendant qu'on va boire un café et manger un gâteau, j'ai mis sur une table un magnétophone. Vous l'avez vu comme ils sont. Ça, c'est un petit. Il y a également un reportophone, parce que pour brancher sur le téléphone, entre ce que vous avez vu et le téléphone portable, il y a eu le reportophone, qui est un petit studio. J'en ai eu. Et j'ai aussi amené un de mes carnets de notes. Comme ça, vous pouvez voir comment on fait en radio le papier d'1 minute, de 45 secondes, de 30 secondes, et comment on prend des notes en coupant les pages en 2. Mais une question, c'est que comment tu positionnes ce qu'on appelle la presse d'opinion? En fait, une partie correspond à des commentaires ou des analyses faites par des journalistes, même si souvent ce sont des personnalités expertes en la matière. Mais comment juges-tu ce type de journaliste qui est orienté et qui prend une position ou qui défend une idéologie, etc. Moi, je suis profondément et totalement attaché à la liberté de l'information. Et dans liberté de l'information, je dis que tout peut être publié. Moi, je suis très ayatollah là-dessus. Pour moi, tout peut être publié. Et rentre dedans les journaux d'opinion qui ne me dérangent pas, parce que les journaux d'opinion s'adressent à leur public. De temps en temps, en tant que journaliste, je lisais tous les journaux, j'ai fait des revues de presse, j'avais 40 journaux à lire. Bon, alors il y a des sujets que je passais, mais il y a des sujets sur lesquels je m'arrêtais, et la presse d'opinion passe aux commentaires avant de parler des faits. Quand on le sait, ça me dérange pas. Alors, qui est une presse d'opinion de droite, d'extrême droite, de gauche, moi, ça me dérange absolument pas. C'est au lecteur de faire le tri en fonction de ses propres aspirations. Et la presse locale. En général. La presse locale, la PQR, presse. Alors, quel est un grand reporter? Comment il s'équilibre avec un. Oui, alors. Est-ce qu'il a les mêmes opinions? Non, c'est pas une question d'opinion. Dans la presse locale, qu'est-ce qui est important pour ce qu'on appelle le localier? L'édition locale. C'est que les gens aiment se voir dans la presse. Donc, on va couvrir les mariages, on va couvrir les fêtes d'école, on va couvrir la fête de l'église, avec des photos. C'est ce qu'on appelle la presse locale.
Après, il y a l'actualité locale, le fait divers, la vie du député, le marché, le prix de la tomate et de la pomme de terre. Tout ça, ça fait partie de local. Le grand reporter n'a rien à voir là-dessus. Par contre, moi je vais te dire, j'ai un profond regret en tant que reporter, grand reporter comme on m'a appelé, j'aurais voulu faire un magazine, un grand reportage sur le 14 juillet à Paris. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire et j'aurais voulu le faire. Pourquoi ? Parce que c'est la concentration de personnes qui viennent de la France entière. Voire, si on parle de la Légion, de plusieurs pays étrangers. Il y a donc des choses fabuleuses à raconter. Comment ce garçon ou cette femme qui va marcher au pas sur les Champs-Élysées est venu, dans quel état d'esprit il est, est-ce qu'il pense qu'il va être filmé et que sa mère, qui habite à l'autre bout de la France, va le voir. Tout ça, c'est des choses qui sont... Moi, je suis profondément attaché à l'humain. Merci encore. Ben de rien.